Vous êtes les bienvenus sur Tchad 24 et comme toujours à la une de l'actualité de ce mercredi, à partir du 31 octobre, le groupe de concertation des acteurs politiques se retirera de la scène politique. Le GECAP annonce cette décision lors d'une conférence ce mercredi. Et puis Air Algérie s'envole vers N'Djamena et Douala, une expansion célébrée avec enthousiasme dans la douceur de la nuit du 21 octobre. Nous reviendrons dans le développement. Bienvenue, ouvrons cette édition avec l'actualité politique de ce mercredi. Les partis politiques de l'opposition tchadienne, membres du groupe de concertation des acteurs politiques GECAP, seront soumis à un nouveau régime de licence à partir du 31 octobre. Le GECAP déclare qu'il y aura plus d'opposition, reprochant au mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, de s'accaparer de la démocratie et de sa constitution. Écoutez les propos de Max Kemkoy, porte-parole du GECAP. Comment en démocratie on peut aller de par la constitution de façon violente, porter atteinte à la démocratie, porter atteinte au droit et à la liberté collective pour faire d'une élection une possibilité et non pas une obligation en démocratie, pour évoquer le cas de force majeure qui est un principe de droit civil et de droit commercial, en tout cas que de droit des contrats. On va aller instituer un tel principe dans une constitution parce que le MPS et ses alliés, non contents d'avoir enlevé le procès verbal, qui est un moyen de preuve et de contestation, qui certifie l'élection dans un bureau de vote, enlever ça, ça ne suffit pas. Non contents d'avoir l'armée, la DGCI, la GNT, la police nationale, l'ANS, pour contrôler toutes les élections. Ils ne sont pas rassurés. Aujourd'hui, dans une constitution, ils arrivent à enlever une élection. Et dès lors que les partis politiques, il n'y a pas une élection dans une démocratie, dans une république, quel est donc le rôle des partis politiques encore d'aller aux élections? D'autant plus qu'il est dit dans une constitution, de par leur rôle, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, en tout cas participent aux élections. Mais dès lors que dans un pays, il n'y a plus d'élections, mais il n'y a pas de parti politique. Et donc, raison pour laquelle nous, on a pris cette décision de nous retirer, tous les partis politiques membres des GECAP, d'ici le 31 octobre, de nous retirer des activités politiques pour laisser le MPS seul et ses 340 quelques ou 50 quelques alliés, de façon à ce que la dictature qui est instituée par cette constitution, la pensée unique qui sera désormais instituée au Tchad, suit son cours. Un atelier consacré à la validation de la politique minière et du plan stratégique de développement y afférent a été consacré ce matin en N'Djamena. Cette initiative mise en œuvre par le ministère du pétrole, des mines et de la géologie en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a pour objectif de fournir au Tchad une feuille de route claire pour son secteur extractif. Le récit de Mahamat Ibrahim. Un atelier crucial pour l'avenir du secteur minier tchadien s'est ouvert ce matin. Pendant plusieurs jours, experts et parties prenantes vont examiner et valider la politique minière nationale et son plan stratégique de développement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour structurer et dynamiser le secteur extractif, en particulier le secteur minier. Sous l'impulsion du ministère du pétrole, des mines et de la géologie, et avec l'appui des partenaires stratégiques, le Tchad travaille à moderniser son cadre politique. L'objectif final est une meilleure valorisation des ressources minières au profit des populations, notamment celles des zones rurales. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Tchad, Mamadou Bobosso, a salué cette démarche, soulignant son importance pour le développement économique du pays. Ces deux instruments traduisent la volonté du gouvernement d'instaurer un cadre cohérent et transparent favorisant la croissance économique, la justice sociale et la protection de l'environnement. Ouvrant les travaux, la ministre du pétrole Ndolonedji Alix Naimbaye a souligné l'importance stratégique de ce plan. Elle a également détaillé les principaux objectifs visés par cette nouvelle politique qui vise à attirer les investissements tout en assurant une gestion transparente et bénéfique pour les populations. Une politique minière juste, durable et ambitieuse doit être en phase avec les défis contemporains
aussi impérieux et variés, à savoir la demande croissante en minéraux, la nécessité d'une exploitation responsable et durable et l'impératif de garantir un large bénéfice des impacts et retombées issus du développement de ce secteur, profitant notamment aux communautés locales et aux générations futures. C'est dans ce contexte, aux enjeux multidimensionnels, que cet atelier est organisé. Les objectifs visés étant d'examiner l'état actuel de notre politique minière et le projet du plan stratégique de développement du secteur minier. Au cours des travaux, les experts partageront leurs connaissances et examineront en détail les différentes composantes de ce plan stratégique minier. Cet examen approfondi doit permettre de peaufiner le document final avant son adoption. La séance ordinaire du Haut Comité national consacrée à l'examen de l'adoption du rapport de cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2023 s'est tenue mercredi à N'Djamena. C'est la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie qui a présidé cette cérémonie. Jessica Ferry nous explique. La session ordinaire du Haut Comité national dédié à l'examen et à l'adoption du rapport de cadrage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2023 se déroule dans un contexte spécifique. Elle a pour objectif de mettre en œuvre les normes de l'ITIE tout en visant à renforcer la gouvernance des ressources naturelles et à promouvoir une plus grande responsabilité envers les citoyens tchadiens. Pour la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodi Alix Naimbaye, ce rapport de cadrage constitue la pierre angulaire du processus de déclaration de l'ITIE. Le rapport de cadrage constitue en effet la pierre angulaire du processus de déclaration ITIE. Il définit le périmètre du rapport, précise les entités déclarantes, le flux à inclure, la période concernée ainsi que la méthodologie à adopter. En d'autres termes, c'est le cadre de référence qui oriente tout le processus de collecte, de conciliation et d'analyse des données relatives aux revenus issus du secteur extractif. Elle encourage les participants à examiner ce projet avec diligence afin de produire un rapport de haute qualité. Notre objectif commun reste inchangé. Produire un rapport ITIE crédible, pertinent et utile pour la prise de décision publique, le contrôle citoyen et le développement durable de notre pays. Je vous invite, mesdames et messieurs, à examiner avec attention le projet qui nous est soumis aujourd'hui. Nos échanges permettront de s'assurer que le rapport de cadrage prend bien en compte les spécificités du secteur extractif tchadien et qu'il répond aux attentes de toutes les parties prenantes. L'ITIE 2023 projette de lutter efficacement contre la corruption dans le secteur des industries extractives, à valoriser la transition énergétique et à œuvrer pour l'amélioration des impacts environnementaux. Je le disais en titre, Air Algérie lance son vol inaugural commercial sur l'itinéraire reliant Alger-N'Djamena à Douala. Avec un atterrissage effectué ce 21 octobre, suivez les images commentées par Tchad 24. La nouvelle liaison aérienne entre N'Djamena et Algérie a été confirmée suite à une rencontre entre l'ambassadeur d'Algérie au Tchad et les autorités locales le 18 octobre 2025. À 23h45, heure de N'Djamena, un aéronef de taille moyenne transportant environ 30 passagers a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous. Les voyageurs ont été chaleureusement accueillis par Fatimé Gokouné Wedei, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, ainsi que par Faisal Djaouti, ambassadeur d'Algérie au Tchad. La satisfaction était palpable sur les visages de tous. Une cérémonie de coupure de ruban, effectuée par 2 officiels, a symbolisé le début de cette collaboration conformément aux engagements du marché unique du transit aérien africain. À partir du 21 octobre 2025, 2 fréquences hebdomadaires seront disponibles sur les itinéraires reliant Algérie-N'Djamena, Douala et Algérie-Douala-N'Djamena. Au nom des 2 chefs d'État, l'ambassadeur d'Algérie au Tchad a exprimé sa grande satisfaction face à cette avancée. Cet événement majeur a incarné la volonté des dirigeants de nos 2 pays à renforcer l'intégration économique et élargir
la perspective de la coopération Sud-Sud. Dans son discours d'inauguration de l'IATF 2025 à Alger, le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus de développement en Afrique et a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus et renforcer la souveraineté des pays africains. Selon la ministre Fatime Goukouni Wedei, l'établissement de cette ligne représente un véritable atout pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. L'ouverture de cette ligne aérienne est un jalon supplémentaire dans le renforcement des relations séculaires qui existent entre nos deux États, liées par l'histoire, la culture, la tradition et effectivement la solidarité africaine. En reliant Alger à N'Djamena, Air Algérie crée un pont stratégique entre l'Afrique du Nord et le Sahel, entre la Méditerranée et le cœur du continent qu'est le Tchad. Ce vol renforcera davantage les échanges économiques entre nos hommes d'affaires, facilitera davantage la mobilité de nos étudiants et offrira évidemment de nouvelles options à nos voyageurs tchadiens et algériens. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour consolider les relations économiques entre le Tchad et l'Algérie, tout en améliorant la connectivité avec le reste du monde. La diversité des compagnies aériennes favorise la connectivité mondiale, contribue à la réduction des tarifs. C'est ce qu'a souligné le directeur de l'ADAC, Brahim Guini Dadi, lors du vol inaugural commercial entre Alger et N'Djamena. Écoutez. Grâce au leadership des deux présidents, M. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, et le maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République du Tchad. Nous nous réjouissons de la décision solennelle du président Tebboune de faire de N'Djamena une priorité et une destination prioritaire qui se concrétise ce jour par le premier vol d'Air Algérie en liant trois villes africaines, Douala, Alger et N'Djamena. Cet événement majeur a incarné la volonté des dirigeants de nos deux pays à renforcer l'intégration économique et élargir la perspective de la coopération Sud-Sud. Dans son discours d'inauguration de l'IATF 2025 à Alger, le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus de développement en Afrique et a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus et renforcer la souveraineté des pays africains. Il avait également dévoilé une initiative stratégique visant à faciliter l'accès des pays enclavés africains aux ports, aéroports, routes terrestres et chemins de fer de notre pays, afin d'atténuer ce désenclavement géographique de ce pays. Cette mesure est considérée comme une avancée majeure et ouvre la voie à ces pays isolés de la mer, de nouvelles voies de communication interafricaines avec l'Europe et le monde. Nous nous réjouissons de la réactivité des responsables d'Air Algérie, à leur tête Monsieur le PDG, dont la mise en œuvre de cette ligne contribuera sans doute à ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités au partenariat algéro-tchadien et à promouvoir les échanges humains et culturels entre nos deux pays. À ma sœur, Madame Fatima Goukouni Wedei, ministre des Transports, et à travers elle, à tous les responsables de l'aviation civile tchadienne pour toutes les facilités qu'ils nous ont accordées afin de rendre ce vol d'Air Algérie une réalité. C'est un fait inquiétant dans la capitale du Tchad, même si la police est présente, beaucoup de conducteurs ne respectent pas les arrêts au carrefour et ronds-points. Cela cause des problèmes d'insécurité et de bouchons. Malgré les avertissements et les campagnes de sensibilisation, ce comportement continue. C'est un constat de Hassan Issaka. Ils sont censés être des garants de l'ordre et de la fluidité. Pourtant, au grand carrefour de N'Djamena, les panneaux stop et les injonctions des agents de la brigade de circulation routière BCR sont souvent traités par certains usagers comme des simples suggestions. Ici, la priorité semble être à celui qui force le passage, créant un chaos quotidien où l'incivisme ronge peu à peu la sécurité de tous. La capitale, confrontée à une croissance démographique et à un parc automobile et motocycliste en expansion constante, voit ses artères saturées.
Mais cette pression sur les infrastructures n'est que rarement compensée par la discipline des conducteurs. Le résultat est sans appel. Aux heures de pointe, les carrefours se transforment en théâtre d'une cohue inquiétante. Les refus de céder le passage, les arrêts non respectés et les priorités bafouées sont monnaie courante, provoquant embouteillages, monstres, altercations verbales et parfois des accidents aux conséquences dramatiques. Phénomène plus troublant encore, cette indiscipline se déroule souvent sous le regard parfois impuissant des agents de la BCR, pourtant postés à chaque point névralgique. Leur mission réguler le flux et faire respecter le code de la route se heurte à une indifférence persistante. Les arrêts imposés par la police ne retardent pas la circulation, au contraire, ils sont conçus pour la fluidifier et permettre à chacun de circuler en sécurité, rappelle un officier de la BCR sous couvert d'anonymat. Un principe de base que beaucoup semblent ignorer, confondant vitesse et efficacité. Les campagnes de sensibilisation menées par les autorités peinent pour l'instant à enrayer le phénomène. L'impact reste limité face à l'ampleur des mauvaises habitudes ancrées dans les pratiques quotidiennes. Pourtant, la solution réside peut-être dans un changement de mentalité profond. Le respect du code de la route ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme un gage de sécurité pour soi-même et pour les autres, analyse un expert en sécurité routière. Il devient urgent d'instaurer en N'Djamena une nouvelle culture de la route fondée non sur la loi du plus fort, mais sur le triptyque discipline, prudence et courtoisie. Dans une ville où chaque trajet peut virer au parcours du combattant, le vieil adage prend tout son sens. Qui va lentement, va sûrement. Apprendre à s'arrêter pour mieux repartir. Tel est le défi que doivent relever les N'Djamenois pour reconquérir leur riz. Car au-delà de la fluidité du trafic, c'est la sécurité et la vie des usagers qui sont en jeu. Lors de son passage à Koumra dans la province du Mandoul, la ministre des Transports a échangé avec les usagers de la route au sujet de la professionnalisation du secteur de mototaxi. Retour sur cette rencontre avec Dominique Didéo. Échanger avec les professionnels du métier de transport sur les respects du nouveau code de la route et de la loi portant professionnalisation du métier de mototaxi en République du Tchad est au centre de cette rencontre de la ministre Fatimé Goukouni Ouédé et les usagers de la route. Lors de cet échange, la ministre appelle les usagers à la prévention pour éviter les accidents de voie publique. La sécurité routière, c'est un enjeu national qui touche toutes les régions du monde, tous les pays du monde. C'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous les Tchadiens. Et le gouvernement a mis en place des instruments juridiques tels que le code de la route qui est entré en vigueur depuis quelques mois déjà, pour justement mettre en place un cadre juridique fort qui permet de protéger les usagers de la route. À la question de la professionnalisation du métier de mototaxi, le gouvernement a pris une loi pour reconnaître ce secteur. Mais pour obtenir l'agrément, il faut réunir un certain nombre de conditions, martèle la ministre. Pour vous permettre d'avoir l'agrément de transport par les autorités administratives, sécuritaires et jouir complètement de cette activité de mototaxi, l'octroi donc d'une carte grise à jour. Vous devez également avoir une fiche technique en cours de validité. Il vous faudra aussi une assurance, également un certificat médical du conducteur. Il vous faut évidemment un permis de conduire de catégorie A ou A1. Le syndicat des transporteurs et de mototaxis ont adressé une motion que voici à la ministre. Les malcompréhensions avec les agents du brigade de la circulation routière. L'état dégradant de nos routes affecte également nos activités dans les zones reculées. Le prix de carburant aussi retarde notre activité. La sécurité dans les zones reculées de la ville, causée par les malfrats, ralentit également les activités des mototaxis. Quelques questions relatives à la circulation routière et au transport ont été posées et qui ont trouvé des réponses claires et précises de la part du délégué général du gouvernement et de la ministre du Transport, de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Fatimé Goukouni Ouédé. Nous remontons à Béché, dans la capitale de la province du Ouadaï, qui accueillera le 5e congrès ordinaire du Conseil national de la jeunesse du Tchad, les 27 et les 28 octobre prochains. Cet événement abordera de nombreux enjeux auxquels fait face la jeunesse tchadienne, notamment le renouvellement du contrat social qui, selon les organisateurs, favoriserait le vivre ensemble et la promotion de la paix. Quelles sont réellement les attentes liées à cet événement? Les réponses de Biak Thibault Emmanuel.
Si la liste des candidats à la présidence du Conseil national de la jeunesse du Tchad n'est pas encore connue, déjà le congrès annoncé au 27 octobre prochain à Abéché promet des échanges fructueux pour résoudre les problèmes inhérents à l'épanouissement des jeunes. Jeunesse et cohabitation pacifique vers le renouveau du contrat social pour le vivre ensemble et la promotion de la paix, une pierre angulaire que ce congrès est appelé d'y approcher. À plus forte raison, est discuté pour répondre aux attentes aussi multiples et importantes et s'attabler sur la rénovation des instances dirigeantes avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif national du CNJT capable d'agir et d'interagir allant dans le siège de l'emploi et formation professionnelle à la participation à la prise de décision, de l'éducation pour un développement durable en visionnant des compétences pour un financement et soutien s'élève en leitmotiv. Des formules et obligations d'ailleurs narquées par le bureau sortant, mais qui n'ont aux yeux de nombreux jeunes tchadiens poussé dans l'iota. Et contre ce mépris, d'ici là, certaines voix se sont levées pour dénoncer le non-respect des textes qui régissent l'organisation et ont confié que la candidature du président sortant Abakar Dengaya serait soutenue par certaines hautes autorités. Les organisations du congrès élargissent aussi les attentes de la jeunesse à la volonté du gouvernement d'inclure les jeunes au centre des décisions et de favoriser la décentralisation des actions publiques en faveur du CNJT. En appliquant ces principes, l'État serait en train de donner une considération en lien avec le véritable levier de développement de la jeunesse tchadienne. En 2024, une crise de leadership a éclaté au sein du bureau exécutif du CNJT. Des divisions internes et malversations d'alléchant des intérêts égoïstes et personnels ont émaillé la gestion du conseil. Beaucoup de jeunes espèrent de la nouvelle voie qui sera tracée au cours du congrès, allier les actions à la gestion altruiste pour atteindre les objectifs du CNJT. Une embarcation bien équipée est entrée en collision avec un autre train aux confins de Djibouti en Éthiopie. Juste à côté de ce pays, en Tunisie, la ville Gabès, paralysée par une grève générale contre la pollution industrielle. Nous remonterons la pente vers la Chine, où l'Organisation internationale de la médiation a officiellement lancé ses activités le lundi 21 octobre, offrant des services de médiation aux pays participants. Asiam Kandiara nous fait le point. En Éthiopie, un train transportant des marchands et leurs marchandises revenant de la ville de Dirdawa a heurté un autre en arrêt ce 21 octobre près de la frontière avec Djibouti, faisant au moins 14 morts. Ibrahim Ousmane, le maire de cette commune, a confirmé le bilan et a exprimé sa tristesse face à la perte de vies humaines dans une déclaration publiée sur sa page Facebook. Des témoins qui se sont entretenus avec l'Associated Press ont déploré le retard des ambulances pour le transport d'urgence dans les hôpitaux. Ils ont renseigné que ce sont les habitants qui ont aidé les blessés à sortir des wagons. En Tunisie, le commerce, les écoles et l'administration sont restés fermés durant la journée du mardi 21 octobre. C'est une réponse à l'appel de l'Union générale tunisienne du travail. Les habitants grévistes exigent la fermeture du complexe du groupe chimique tunisien installé depuis 1972 au bord des mers. L'usine qui fabrique des engrais à base de phosphate est accusée de répandre dans l'air et dans la mer des substances toxiques responsables d'une grave dégradation environnementale. En Chine, la cérémonie d'inauguration des activités de l'Organisation internationale de la médiation s'est tenue en présence du chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, John Lee, des représentants des États contractants ainsi que des 87 hauts responsables provenant des 37 États signataires. Les représentants des pays contractants tels que le Nicaragua, le Venezuela, la République démocratique du Congo, les Kiribati, le Pakistan, le Kenya et la Dominique ont pris la parole, soulignant le rôle majeur que joue l'Organisation internationale de la médiation dans la promotion du règlement pacifique des différends internationaux et dans la construction d'un ordre international plus juste et plus équitable. Au Cameroun, la tension est de plus en plus palpable dans le pays, à au moins de 24 heures de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Plusieurs manifestations dans les grandes villes camerounaises menées par des partisans du candidat Issa Chiroma Bakari, qui s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin. À Yaoundé, la capitale, à Douala et Garoua, des scènes de protestation des résultats du 12 octobre dernier, donnant le président sortant Paul Biya largement en tête, ont été
dispersés au bout de quelques heures par les forces de l'ordre à coups de jets de gaz lacrymogènes. C'est la fin de cette édition et merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. À très bientôt.